Qu'est-ce que la mise en scène? Alors pour moi, c'est montrer une œuvre sous un certain point de vue. Il n'y a pas une façon de mettre en scène. Il y a autant de mises en scène possibles que de metteurs en scène. Par exemple, pour Roméo et Juliette, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est la culpabilité de frère Laurent. Donc j'ai voulu montrer le spectacle sous cet aspect. Mais un autre metteur en scène sera peut-être davantage touché par la violence qu'il y a entre les Capulet et les Montaigu. Donc il mettra l'accent sur ce point. La mise en scène, c'est un petit peu comme une caméra. C'est ce qu'on choisit de montrer au public. Alors, comment est-ce que je procède quand je mets en scène? Alors, déjà, tout dépend si c'est une œuvre théâtrale ou non. Donc, si c'est un roman, il faut déjà que j'en fasse l'adaptation pour en donner une version théâtrale. Si c'est une pièce de théâtre, je n'ai pas cette conversion à faire de roman à théâtre, même si je peux quand même apporter des modifications au texte en coupant des passages, déplaçant une scène, etc. Dans tous les cas, je lis l'œuvre, je relis l'œuvre, je relis l'œuvre 10 fois, 20 fois, 30 fois, oui, même Les Misérables. J'ai besoin de la saisir et de la comprendre parfaitement. Puis, je vais faire un travail universitaire. Alors, j'ai eu la chance de faire des études de lettres modernes et ça m'a vraiment aidé dans l'approche du texte. Je vais donc étudier les textes critiques qui ont été écrits sur les œuvres que je vais monter. En somme, je vais faire mon rat de bibliothèque. Alors, bien sûr, je ne vais pas être d'accord avec tout ce qui a été écrit, mais au moins, ça me permet de constituer un bagage et ça m'aide à avoir un avis sur l'œuvre. Et d'ailleurs, j'ai eu le privilège souvent d'être aidée par des professeurs émérites, François Larocque pour Shakespeare, Éric Le Borgne pour Laclos, qui m'ont vraiment aidée et qui m'ont montré des aspects de l'œuvre que je n'aurais pas forcément vus seule. Puis, il vient un moment où il faut arrêter ce travail de recherche. Alors, c'est toujours compliqué pour moi parce que j'adore ce moment-là, je peux y consacrer des mois, mais à un moment, il faut l'arrêter et il faut le mettre de côté pour se retrouver seul face à l'œuvre et voir ce qui nous plaît le plus, qu'est-ce qui va ressortir. Donc, par exemple, pour Les Misérables, j'ai été davantage transcendée par les révolutionnaires et le discours politique de Victor Hugo que par l'idylle amoureuse entre Cosette et Marius. Eh bien, élevons la barricade à 20 pieds de haut et restons-y! Montrons que si le peuple abandonne les républicains n'abandonnent pas le peuple! Pour Horace, je préfère attirer l'attention du public sur la manipulation du roi, le secret d'État, que sur les pleurs de Sabine et Camille à l'acte 3. Le peuple, qui voit tout seulement par l'écorce, s'attache à son effet pour juger de sa force. Il veut que ses dehors gardent un même cours, qu'ayant fait un miracle, elle en fasse toujours. Et quand la renommée a passé l'ordinaire, si l'on en veut déchoir, il faut ne plus rien faire. Puis la question fatidique arrive de quels moyens utiliser pour montrer au public ce qui m'intéresse le plus dans l'œuvre. Alors ça peut arriver comme une évidence et parfois ça peut être plus compliqué. Souvent, j'aime prendre le point de vue d'un personnage. Madame Thénardier pour Les Misérables, Frère Laurent pour Roméo et Juliette, Danceny pour Les Liaisons dangereuses, et je déroule la pièce en me servant de lui comme une colonne vertébrale au spectacle. Alors, autre point dans le travail de mise en scène, celui de la création de l'espace temporel. Alors, la question est, est-ce qu'on monte la pièce dans l'univers décrit par l'auteur ou pas? Si c'est le cas pour Horace, dans ce cas, ça se passe dans l'Antiquité. Il faut avoir des costumes romains avec toge, jupette, sandales, etc. Il faut reconstituer la maison du vieil Horace. Ou est-ce qu'on préfère transposer dans une époque un peu moins réelle? Par exemple, le Cid, on peut l'imaginer dans l'univers du cirque, avec un Rodrigue jongleur qui jongle entre amour, devoir, le dilemme cornélien, le comte, lanceur de couteau, une infante funambule qui essaie de ne pas succomber à la passion. Tout peut se justifier. Soit une reconstitution fidèle au texte, soit une transposition un peu plus audacieuse. Encore une fois, il n'y a pas une bonne façon de mettre en scène.
Le public, quant à lui, en fonction de sa sensibilité, sera plus touché par telle ou telle vision. Pour ma part, je me demande qu'est-ce qui peut servir au mieux mon propos. Par exemple, dans Les Misérables, je n'ai pas eu envie de faire de transposition. Alors, malheureusement, je n'ai pas les moyens de la Comédie Française et je n'ai pas pu reconstituer sur scène le décor décrit par Victor Hugo avec l'auberge des Thénardier, le bagne de Jean Valjean, les rues de Paris, les barricades, etc. Mais les costumes, eux, sont empreints de ce côté réaliste et ça permet comme ça au public de suivre et d'imaginer tout le reste. Pour Horace de Corneille, je n'imaginais pas du tout les personnages en toge et en jupette. Bon, c'est peut-être idiot parce que ça marche très bien aussi au cinéma, mais moi, dans ma tête, ça ne marchait pas. Et en même temps, je n'avais pas envie de faire une transposition radicale, par exemple, les imaginer en tenue militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré faire ce qu'on appelle un espace intemporel. Les costumes, la scénographie sont empreintes des marques romaines de l'Antiquité, mais ils ne la reconstituent pas pour autant. On aura par exemple un personnage qui a un drapé, mais au lieu d'être jambes nues, il aura un pantalon. C'est un compromis, ça laisse plus de place à l'imagination, ça enferme un peu moins dans une époque, mais à l'inverse, ça demande au public un travail plus important d'imagination. Une fois, il m'est arrivé de faire une transposition assez radicale, avec une pièce de théâtre du répertoire. C'était pour Don Juan de Molière. Je l'ai placé dans les années 1920, à l'époque de la Prohibition. Don Juan devenait un gangster qu'on aime détester. Dans la scène 1 de l'acte 2, je crois, Pierrot décrit Don Juan en disant « un homme avec une perruque blonde, des rubans partout ». Donc on imagine tout à fait le costume 17e avec des froufrous. Pour moi, un tel accoutrement ne me faisait pas rêver. Or, j'ai besoin que Don Juan me séduise et qu'il séduise le public. Donc l'idée de le voir avec un costume, quelque chose comme Al Capone, le Borsalino, ça me plaisait beaucoup plus. Et donc effectivement, c'est une liberté que j'ai prise par rapport à l'auteur, mais c'était plus raccord avec ce que je m'imaginais. De plus, Don Juan, à la fin de la pièce, meurt dans les flammes de l'enfer puisqu'il est damné, condamné. Bon, moi, je ne suis pas croyante, alors j'avais du mal en fait à défendre cette idée auprès du public. C'est pour ça en fait que j'ai imaginé un Don Juan complètement schizophrène qui a besoin d'avoir des sensations de plus en plus fortes et qui jouerait régulièrement à la roulette russe. Dans cette époque de prohibition, ça collait parfaitement. Les idées de mise en scène peuvent se trouver en lisant une œuvre, en étudiant des ouvrages critiques, aussi sous la douche, tout simplement. Il n'y a pas de règle. Et puis, il y a ce qu'on appelle les fausses bonnes idées. Alors, on pense qu'on a une bonne idée, on va travailler, on va mettre en scène un spectacle, et une fois qu'on le voit sur scène, on s'aperçoit que ça ne marche pas comme on l'aurait imaginé. Alors, il faut refaire, mais il paraît que faire et défaire, c'est toujours travailler. Et en même temps, je trouve que c'est tant mieux, parce que c'est du spectacle vivant. On est en création, donc ça évolue et c'est stimulant. En fait, c'est se poser sans cesse la question de comment vais-je réussir à faire rêver au mieux le spectateur.